Bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel fait le bilan à mi-parcours de son mandat. Au menu de l'Assemblée générale, les défis liés au financement, à la spécialisation et au passage de l'analogie au numérique. Elle s'intéresse aux micro-organismes, qu'il s'agisse des bactéries, des champignons ou des virus. La microbiologie au service du développement, c'est à découvrir. Lui aura marqué plus d'un. Il est l'auteur des morceaux Écolier Nguyedje ou encore Tobodé. Vovo Vilop revient au devant de la scène ce dimanche. Bonsoir à tous. CNPA Bénin, bilan à mi-parcours et perspective. C'est autour de ce thème que s'est tenue ce vendredi à la Maison des médias Thomas Meillanson, l'Assemblée générale ordinaire de cette structure fêtière des professionnels des médias. Les nombreuses tâches qui pèsent sur les organes de presse et la fermeture de certains organes de presse ont fait le plat de résistance de ce conclave de critiques, de suggestions et d'observations. Ramatou Lawani et Clotaire Awekou pour les précisions. Le bureau exécutif du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, 5e mandature, en assemblée générale ordinaire. Occasion de passer au grill les avancées, les reculs et les stagnations. Bilan à mi-parcours, période août 2016-août 2018. Badri Thibaudet et son équipe s'adjugent un taux de 80% dans l'exécution des tâches assignées, avec comme handicap majeur la question de la taxation des organes de presse. Nous sommes partis plaider pour que la taxation au niveau des médias soit revue. En effet, vous n'avez pas sans savoir que nous sommes embarqués dans une carrière de tasse, que nous sommes tassés, surtassés et sauvagement tassés, un peu comme des organes, comme des sociétés ordinaires, alors que nous faisons un travail d'information publique. Par conséquent, nous avons droit à ça. Les taxes, il y en a beaucoup. La TVA, la patente, l'AIB, vous avez l'enregistrement, vous avez les timbres, etc., etc. Une quinzaine de choses qui nous envahissent et qui nous bétonnent complètement, on ne bouge pas. Donc, réduire cela permet aux organes de presse de s'en sortir. Nous avons travaillé dans ce sens-là. Au gros d'étranglement que présente la taxation des organes de presse, il faut ajouter la fermeture de certains organes de presse, limitant ainsi la question de la liberté de la presse au Bénin. En clair, s'il est vrai que des atteintes déontologiques ont été observées, il est aussi vrai qu'on ne peut jamais fermer, c'est-à-dire restreindre une espèce de liberté. Le principe, c'est la liberté. Le principe, c'est la liberté. L'exception, peut-être, c'est la restriction qu'on peut amener, mais on ne peut jamais suspendre, fermer un organe de presse. La conclusion, c'est quoi? C'est que les professionnels sont à la maison, l'organe est fermé, les ressources ne viennent pas. Donc, c'est une partie, disons, de la main-d'œuvre qui part. La difficulté au plan social, on est professionnel là. Sans compter que, naturellement, mathématiquement, on risque d'être déclassé au plan international par rapport à ça. Les instances internationaux ne voient pas les instances déontologiques, ils ne voient que les fermetures. Donc on doit être regardé à ça. Et ça, on l'a toujours dit plusieurs fois au niveau de la HAC. Parlons à présent microbiologie. C'est l'ensemble des disciplines biologiques qui traitent des organismes microscopiques, qu'ils soient du règne végétal ou du règne animal. À quoi sert cette science et comment peut-elle servir au développement? Armel de Soukago nous édifie. La microbiologie, en français facile, c'est l'étude des êtres invisibles à l'œil nu. Lorsque nous parlons de microbes, lorsque nous parlons de micro-organismes, nous parlons de ces êtres-là qui ne peuvent pas être observés à l'œil nu. Du laboratoire à l'agriculture en passant par l'élevage, la microbiologie joue un rôle important dans plusieurs secteurs, notamment le secteur primaire. Donc, parlant de l'agriculture, il y a la microbiologie agricole. D'accord? Donc, de nos jours, pour moderniser l'agriculture, on utilise les rhizobactéries. Ce sont des bactéries, d'accord, qui sont utilisées pour améliorer le rendement au niveau des cultures. Ces bactéries agissent le plus souvent au niveau du sol, d'accord, permettre à la racine des plantes de fixer l'azote du sol. Pour augmenter le rendement de leur production, les maraîchers utilisent les fientes de volaille pour fertiliser le sol. Une pratique qui a fait l'objet d'une étude en microbiologie. C'est très intéressant parce que les fientes de volaille renferment
beaucoup de nutriments qui permettent une bonne production maraîchère. Mais le problème, c'est que ces fientes de volaille là proviennent d'organismes vivants, donc susceptibles de porter des micro-organismes pathogènes. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies avant l'utilisation de ces fientes, qui sont en réalité des déchets de poulets et qui peuvent avoir été infectés pendant leur élevage, eh bien, le consommateur, à la fin de la chaîne, se retrouve en danger. Une fois le diagnostic posé, les biologistes ont apporté des solutions pour une utilisation efficiente des fientes de volaille. Nous avons posé l'état des lieux sur différents sites maraîchers du sud Bénin et nous nous sommes dit il ne faut pas s'arrêter là uniquement, il faut aller au-delà. Nous avons présence de bactéries dans ces différentes fientes-là, il faut aller au-delà. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé simplement les propriétés compétitives de différents micro-organismes pour résoudre le problème. Pour une modernisation de l'agriculture, il faut non seulement la mécanisation, mais la recherche et ses différentes branches. La microbiologie est aujourd'hui l'une de ces branches au service du développement agricole. Connaissez-vous la rue des Brodeurs à Cotonou? Eh bien, c'est la destination favorite de bon nombre de personnes en quête de vêtements brodés. Plusieurs nationalités s'y trouvent et y exercent depuis plusieurs années. Allons à la découverte de la rue des Brodeurs avec Anthony Alaka et Jennifer Sachivi. Cotonou, rue des Brodeurs. Comme à l'accoutumée, ces ouvriers se livrent à leurs tâches quotidiennes. La transformation des tissus en de véritables tenues prêtes à porter. Ici, l'amour du métier est le leitmotiv. Nous, on a été passionnés de ce métier, c'est pourquoi on a intégré à l'intérieur d'elle. Et bien vrai que bon, ça s'est bien démarré et ça donnait effectivement. On fait ça par amour, puisque c'est un métier d'harmonie. Moi, j'ai été formé en Côte d'Ivoire, précisément. J'ai eu mon diplôme depuis 2004. Avec mon patron, on a 8 ans déjà ensemble. Nous faisons la broderie, hommes, femmes, enfants. Les couturiers et brodeurs de cette rue ont du cœur à l'ouvrage. Ils ont réussi à se faire une grande renommée. Ils reçoivent alors des commandes aussi bien des Béninois que des étrangers. Je suis venu commander le tissu, couture bazin, oui, et avec les broderies, c'est ça que j'aime. Je pense qu'ils travaillent très bien et moi, personnellement, je préfère travailler, remettre mes tenues, mes pagnes à des Sénégalais plutôt. Parce que côté broderie, ils sont plutôt plus forts. On a des clients aussi qui quittent au Cameroun, Congo, bon, partout. Et pourtant, dans la rue des Brodeurs, l'offre est supérieure à la demande. La mévente s'installe, ces couturiers se plaignent beaucoup. Aujourd'hui, une personne qui sort de la maison, qui vient pour travailler, qui peut faire un mois sans coudre même un seul habit pour dire qu'il va vendre, c'est pas facile. Souvent, il y a des arriérés qui montent sur nous. Bon, on essaie de faire. Et maintenant, ici, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de clients. On est là, on doit regarder toutes les machines, il n'y a même pas un seul brodeur. On trouve seulement que ce qu'on va manger. Le patron, il ne gagne que 500 000 francs. S'il paye les fils collants, payer le tailleur qui va couper, enlever l'argent des bazins, l'argent des fils, payer celui qui va faire la broderie, il va avoir que bénéfice là. Par mois, bénéfice que le patron peut gagner. Je peux gagner au moins 100 000. Les brodeurs souhaitent plus d'affluence et une révision à la baisse de leurs impôts afin de mieux s'en sortir. Merci à vous, Jennifer Sachivi. Lui, par contre, il s'appelle Vovo Villop et il aura marqué plus d'un il y a plusieurs années. Il revient au devant de la scène. Lui, l'auteur des morceaux Écolier Nuedje ou encore Tobodé. Il lance demain son nouvel album, un album qui marque également la commémoration de ses 20 années de carrière. Il partage ici avec nous son expérience et son parcours. Il est au micro de Rodrigue Babagüeto. Ce qui m'a marqué, c'est beaucoup de choses. D'abord, la manière dont le public m'a accueilli. C'est un coup d'essai, un coup de maître. Ça fait un. Et la seconde chose, c'est cette sortie sur l'Afrique du Sud où j'ai eu la chance de rencontrer, de manger, de danser avec Mandela. Et de voir comment il s'appelle, Michael Jackson avec mes yeux à 3 reprises.
c'est déjà des situations qui sont favorables à ma santé artistique. Beaucoup de gens pensent que c'est Tobodé seul que j'ai fait sortir. Le nom de l'album même là, sur lequel Tobodé figure, ce n'est pas Tobodé, le titre de l'album, c'est Médénoyon, le morceau politique. Les Michiodia, Médénoyon, Mia. Et c'était en 98. En 99, j'ai fait sortir Écolier Nouyeye. Je pense 4 ans plus tard, j'ai fait sortir Tassi Yao. Et après, j'ai fait sortir La Référence. Après Zemi Kledje, et en 2014, j'ai fait sortir Fen. Rentrer en studio, faire un morceau, c'est facile aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies dont vous parlez. Mais quand vous revenez sur la scène, c'est tout autre chose. Tenir la scène, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Donc il faut vraiment élaborer un projet dans ce sens, ce que nous avons fait. Et les centres sont en train d'être créés, les centres privés bien sûr, sont en train d'être créés pour que les artistes soient formés sur le plan du live. Aussi, vous savez, aujourd'hui, le marché est presque saturé. Il faut être à la hauteur de ce marché ou bien accéder à cette télévision, accéder à ci ou à ça pour qu'on t'intègre. Près de 200 milliards de francs CFA, c'est le montant total des accords d'investissement annoncés par le Royaume-Uni à l'occasion de la tournée africaine de la première ministre Theresa May cette semaine. Selon les informations relayées dans le document publié sur le site du gouvernement britannique, ce montant devrait être investi dans plusieurs secteurs et devrait générer plus de 3000 emplois à travers le continent, principalement dans les pays visités, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Et si cette série d'accords est annoncée comme prolifique en termes d'emplois et de revenus pour les pays du continent, elle représente surtout la première étape d'une stratégie de conquête du marché africain par Londres. La première ministre Theresa May a d'ailleurs annoncé son intention de faire du Royaume-Uni le premier partenaire commercial du continent parmi les pays du G7 d'ici 2022. Et si le Royaume-Uni espère devenir le premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine, elle, s'impose déjà comme ce premier partenaire et est en tête de peloton la 9e année consécutive. En effet, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 14% pour atteindre 170 milliards de dollars en 2017. Selon le vice-ministre chinois du Commerce, Huan Keming, les grands projets d'investissement chinois sur le continent ont connu un développement proactif avec de nouvelles avancées dans la coopération, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la finance, du tourisme et de l'aviation. Les investissements directs annuels de la Chine en Afrique s'étant maintenus à environ 3 milliards de dollars au cours des 3 dernières années. Mieux, ces programmes créeront environ 900 000 emplois locaux pour les pays africains et permettront la formation de plus de 40 000 fonctionnaires et techniciens africains en Chine. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À demain.